Bonjour à tous. Vous êtes sur le nouveau webinaire de Cruesti Location. Suis-je prêt à louer un bateau? On va démarrer dans quelques secondes. On attend que les dernières personnes se connectent pour démarrer. Est-ce que simplement pour commencer, vous avez sur la droite notamment un chat, également une zone pour poser des questions. Vous avez questions à droite de chat. Bonjour Cyril. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si vous m'entendez correctement par un oui, OK, dans la zone de chat voilà, pour être sûr que vous m'entendez correctement. Nous allons, et en parallèle pour accueillir toujours les dernières personnes, merci pour votre retour. Pour accueillir les dernières personnes, je vais commencer à vous présenter, je le répéterai tout à l'heure, mais on va donc du coup, aujourd'hui aborder la thématique de «Suis-je prêt à louer un bateau?» On a eu un premier webinaire du coup dans le cadre de ce salon virtuel qu'organise Cruesti Location, à défaut de pouvoir les rencontrer sur le salon nautique. 4 webinaires. On a déjà fait un premier webinar jeudi soir avec Anaëlle Louet qui nous a parlé de son projet en Mini 650. On a le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec Julie Sauvaget sur la thématique de «Suis-je prêt à louer un bateau?» et on aura 2 autres webinaires encore la semaine prochaine, jeudi soir et samedi matin à la même heure qu'aujourd'hui, sur la gestion dans le cadre des orages, tempêtes jeudi soir et puis on parlera gestion location samedi prochain. Voilà pour les thématiques à venir, mais on en reparlera en fin de webinaire. On va pas tarder à commencer. Je pense que les dernières personnes sont arrivées. On va attendre encore quelques secondes. Donc je vous ai présenté, voilà, donc je vous ai présenté comment ça fonctionnait à droite. La session va durer environ 1 heure. On va essayer de pas dépasser 1 heure. Il y aura environ une demi-heure d'échange avec Julie et puis après on passera à la partie questions-réponses. Donc ce qui m'amène ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez donc un onglet questions sur la droite à côté du chat. N'hésitez pas tout au long de la présentation qui aura lieu, de l'échange au départ avec Julie, à poser toutes les questions. On va aborder différentes thématiques que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on prendra du coup un temps pour y répondre à la fin du webinaire. Voilà. Écoutez, je vous propose, on va attendre encore quelques secondes et puis on va démarrer. Attendre les retardataires. Parfait, bah écoutez, je vais passer la main à Séverine et Lorraine qui vont du coup introduire ce nouveau webinaire et puis on démarrera juste après avec Julie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre deuxième entretien autour de la navigation et de la location. Ce matin, nous allons aborder la question des compétences requises pour louer un bateau. On a régulièrement la question de la part de nos clients, ai-je assez d'expérience pour louer un bateau? On a quelques brides de réponses, mais on a envisagé de faire un webinaire avec Julie pour pouvoir répondre plus précisément à ces questions. Donc, Julie Sauvaget, coach nautique basée au Cruesti, va nous éclairer sur les différentes façons d'apprendre à naviguer et les essentiels requis pour louer un bateau. Et donc, Yann va animer cet échange. Nous laissons donc la place à Julie et Yann. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien écoute, Julie, je vais te laisser la parole pour te présenter, présenter ton parcours et puis on va revenir juste après sur ta société Nautic and Demand, savoir ce que tu fais du coup aujourd'hui par rapport à ça. Et après, on abordera différentes thématiques sur savoir si on peut y aller ou pas et se lancer et louer un bateau tout seul. Donc voilà, autour de l'apprentissage requis, ce qu'on considère comme étant peut-être les prérequis minimales, euh, des différentes expériences qu'on peut acquérir. On va aborder des questions autour de la législation aussi. Et puis évidemment, se poser les bonnes questions avant de prendre la mer, savoir évaluer son niveau. Tout ça en essayant de répondre à la lourde question aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti, à savoir, suis-je prêt à louer un bateau? Je te passe la main, Julie, pour te présenter, s'il te plaît. Merci Yann. Bonjour à tous. Je suis très contente de participer à ce webinaire. Merci à Cruesti Location.
Pour ma part, donc, je suis Julie Sauvager, j'ai 38 ans, donc je vis sur Arzon, et je travaille essentiellement sur le port du Croesti. Au sujet de l'expérience, mon histoire, j'ai commencé la voile assez tard, à 20 ans, d'ici, au Morbihan, en départ de Vannes. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est ici. Ensuite, je suis partie vivre sur La Rochelle, parce que je ne suis pas de Bretagne à la base. Je me suis formée un peu sur le tard aussi dans les diplômes de navigation professionnelle, le certificat d'initiation nautique et puis ensuite le capitaine de 200 voile. Entre-temps, j'ai fait pas mal de convoyages en tant qu'équipière, donc traverser l'Atlantique, des convoyages vers la Turquie, vers la Croatie, la Grèce, Tunisie, Écosse aussi. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai travaillé après avoir mon capitaine de sang et pour valider mon capitaine de sang, j'ai travaillé aussi sur différents bateaux, comme des bateaux, des classiques, comme en haut, là, à droite, l'Étoile polaire, alors, qui est maintenant le Skiff, qui est un super beau bateau. Et puis en dessous, juste en dessous, je fais partie de l'équipage de Moonbeam 4, qui est un beau classique qui a fait les régates, qui font les régates classiques, qui fait plus maintenant, mais qui fait les régates classiques en Méditerranée. Voilà. Et après, je suis partie aux Antilles lorsque j'ai validé mon capitaine de sang. Et j'ai été capitaine, là, la petite vignette avec le kata et l'eau turquoise, la vraie eau turquoise des Antilles, capitaine d'un privilège 615 avec une hôtesse cuisinière à bord avec moi. C'était fort intéressant comme expérience. Après ça, parce que j'avais pas vraiment de vie perso et qu'à un moment donné, bon, on se pose des questions, donc j'ai arrêté, j'ai pris mon sac à dos, j'ai voyagé pendant 1 an. Et puis, je suis arrivée en Bretagne et je me suis dit que j'allais changer un peu au niveau diplôme, mais toujours rester dans la voile. Et j'aime beaucoup le partage parce que j'ai été aussi monitrice de voile. Et il y a une formation à l'ENV, donc qui est juste en face, Saint-Pierre-Quiberon, à l'École nationale de voile, qui est un BPGEPS voile croisière. Et du coup, j'ai dit banco. Donc, je l'ai passé. Et suite à ça, j'ai monté ma boîte. Et voilà, dans le Croesti. Très bien, super, beau parcours. Très joli bateau. Ça donne envie ces eaux turquoises en ce moment avec le temps dehors. Oui. Et puis la situation, ouais, au passage. Est-ce que du coup merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Nautic on Demand et ce que tu fais avec ta société, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, depuis 2016, depuis 4 ans, j'ai créé Nautic on Demand. Mes différentes prestations, c'est donc du coaching donc personnalisé, sur voilier, aussi bien sur voilier que bateau moteur. Donc, j'interviens sur les bateaux de propriétaires, mais aussi sur les bateaux de location. Donc, ça va du débutant au perfectionnement, ou alors pour aller travailler des choses spécifiques telles que les manœuvres de port, l'utilisation d'électronique, la navigation sous spi, voile de portant, enfin voilà, plein de choses. Je suis aussi skipper, donc du coup je fais des convoyages, mais aujourd'hui je fais des petits convoyages. J'ai du mal à m'écarter, à m'éloigner d'ici. Donc je vais faire 3-4 jours de convoyage pour amener des bateaux d'un point A à un point B. Ou alors des sorties privatives, par exemple sur un bateau de location, quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui n'a pas de connaissances choisit un skipper. Mmh. Et puis enfin, je fais des privatisations sur mon semi-rigide aussi, pour des sorties golfe du Morbihan et des remises à niveau pour les permis, parce que je suis aussi formatrice de permis de bateau. D'accord. Très bien. Parfait. Écoute, merci beaucoup. On va attaquer du coup le vif du sujet tout de suite. On a quand même un temps bien défini pour essayer, je l'espère, d'apporter un maximum de réponses à suis-je prêt ou pas, j'y vais pas à louer un bateau. C'est la thématique du jour. On avait quelques questions avec Julie, Lorraine et Séverine. On va vous proposer, on a des petits sondages. C'est tout à fait anonyme. L'idée, c'est pas de savoir qui a répondu quoi. L'idée, c'est plus de mieux vous connaître et de pouvoir mieux orienter ce qu'on va se dire aujourd'hui avec Julie dans le cadre de cette thématique. J'ai une première question que je vous partage. Hop.
et donc du coup, voilà, vous pouvez dans l'onglet, je pense dans l'onglet sondage, y répondre directement. Et puis après, on va vous demander, donc là c'est plutôt de savoir si c'est pour savoir un petit peu la mixité que nous avons aujourd'hui dans le webinaire, à savoir le pourcentage de femmes et d'hommes aujourd'hui. Et puis une deuxième question assez intéressante autour de la location, savoir si vous avez déjà loué ou pas un bateau, et donc un petit peu le niveau de détail qui sera demandé aujourd'hui et qui vont animer notre discussion. Il y aura d'autres sondages que je vous proposerai un petit peu plus tard aussi, bien que je puisse d'ailleurs vous proposer un troisième sondage tout de suite, qui va nous permettre aussi d'alimenter nos discussions, qui est autour de la zone de navigation. Savoir plutôt dans quelle zone vous naviguez, voilà. Donc, est-ce que c'est plutôt près du Cruesti, Bretagne Sud, plutôt dans les eaux chaudes des Antilles, ou alors dans d'autres régions, voilà. N'hésitez pas à répondre à ces sondages. Julie, j'y vais pas, je suis prêt à louer un bateau. Est-ce que tu peux, peut-être pour commencer, est-ce qu'on arrive à estimer le temps qu'il faut, qui est nécessaire, combien de temps il faut pour être prêt à louer un bateau, sachant qu'on discutera à la fois de bateau à voile et de bateau à moteur? Bien sûr. Alors, ça dépend de beaucoup de critères, en fait. Surtout, de quelle façon on a appris. Alors, pour le bateau moteur, c'est plus simple parce qu'avec un permis, on est obligé, du coup, d'avoir des cours. C'est pas pour autant que l'on sait naviguer derrière. Mais pour la voile, par contre, c'est un peu plus difficile. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de voir les différentes façons d'apprendre. Donc, la première, l'école de voile. Mais on va aussi parler des associations qui peuvent être aussi des écoles de voile. Et j'ai fait la comparaison avec les avantages et les inconvénients de chaque façon d'apprendre. Et puis, donc voilà, on voit bien que l'école de voile, les associations, donc les avantages, ça peut être le prix. Alors, c'est pas gratuit, mais c'est moins cher que quand on fait du coaching personnalisé, quand on prend un coach. Les formateurs, donc on est en école de voile, en association, on a des gens qui sont formés, qui peuvent avoir un diplôme, mais aussi qui sont formés par un cursus. Je prends l'exemple des écoles FFV, on a des choses à valider, des critères à valider pour avoir des niveaux de la Fédération française de voile. Apprendre en regardant, c'est-à-dire que, à la différence quand on est tout seul sur l'eau, apprendre en regardant, on est plusieurs sur le bateau et du coup on apprend aussi quand on voit les autres faire. Et c'est plus facile de regarder, de critiquer, entre guillemets, mais critique constructive, lorsqu'on voit les autres faire que quand on est tout seul et on se dit est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Je dirais que les inconvénients, alors bien sûr, c'est pas exhaustif ce tableau, mais quand on va dans une école, dans une assoce, on ne sait pas forcément pendant la semaine, si on part une semaine ou un week-end, les autres niveaux des stagiaires. Donc parfois, du coup, on peut soit être un peu frustré, soit être complètement largué par rapport à ça. Le temps d'apprentissage, c'est que forcément, comme on est plusieurs sur le bateau, on va apprendre moins vite. Je compare beaucoup avec le coach que si on est seul sur le bateau. Donc on estime à peu près temps d'apprentissage en école de voile, en association. Alors c'est effectif, bien sûr, 7 à 8 semaines. Et on peut dire que par rapport à, si je reprends les critères de la Fédération française de voile, on peut dire qu'on est quasiment autonome au niveau 4. Donc ça demande plusieurs semaines et plusieurs choses. Plus on navigue de toute façon, et plus on voit des choses, et plus on se fait de l'expérience, et après on est compétent tout seul pour naviguer. Oui, il y a quelque part un niveau technique, entre guillemets, minimum à requérir, et puis derrière, j'imagine que c'est beaucoup d'expérience de par des navigations qui vont permettre d'être suffisamment à l'aise pour derrière pouvoir louer seul, en fait.
Tout à fait. On a beau avoir des années aussi d'expérience, on est tout le temps en train d'apprendre en mer. Et on ne peut pas sortir d'une formation en connaissant tout, en apprenant tout et en disant et avant de louer, par exemple, c'est pas possible. Mais après, il faut être conscient de ses connaissances. Ça, j'en parlerai après. C'est vrai que tu parles des écoles de voile. Si je prends mon cas personnel, par exemple, j'ai appris dans une école de voile bien connue, que sont les Glénans. Et c'est vrai que du coup, moi, je l'ai fait sur plusieurs années, puisqu'en fait, c'est pareil, quand tu dis 7 à 8 semaines, bah, potentiellement, tu as un travail à côté, donc prendre 7 à 8 semaines dans la même année, c'est compliqué. Donc en plus, tu le répartis sur plusieurs années, donc c'est un apprentissage que tu vas faire quand même sur un temps relativement long, en mixant ça avec des navigations où tu vas te retrouver sur un bateau avec d'autres gens, où tu vas effectivement pouvoir apprendre autre chose, etc. Donc c'est assez enrichissant, mais c'est vrai que ça demande un temps, un investissement. Enfin moi, pour le coup, je l'ai fait effectivement sur 4-5 ans avant de me sentir vraiment à l'aise, quoi. Oui, complètement. Hein. C'est la différence, ceux pour qui c'est leur boulot, et puis d'autres, bah, ils ont une vie à côté, ils ont un travail, ça coûte de l'argent quand même, donc ça prend du temps. Il faut prendre son temps avant de partir seul sur un bateau. Il faut prendre le temps de connaissance, quoi. Bien sûr. Du coup, alors, se former tu l'as un petit peu abordé, se former en groupe, en individuel, j'imagine que c'est pas pareil à la fois sur l'espace-temps et sur la façon dont on va apprendre? Bien sûr, tout dépend des objectifs, en fait, hein, des objectifs qu'on a, mais aussi forcément des finances. Un coach personnalisé, alors je précise pro parce que il est diplômé, il y a tout ce qui est caractère d'assurance, il ne faut pas négliger par rapport à quelqu'un qui n'est pas pro, donc ça faut faire attention à ça. Mais forcément, c'est plus onéreux, hein, et puis ça prend moins de temps, mais donc on va apprendre plus vite, mais il faut du temps aussi pour apprendre, ça on revient même. Personnalisé dans le sens où voilà, le coach s'adapte au rythme de la personne, à la demande, et puis en couple, enfin, c'est-à-dire que vous avez un projet en famille, donc là, le coach s'adaptera à cette attente au niveau de la pédagogie, et puis vous avez un souhait de naviguer en couple, à la retraite, par exemple, c'est assez régulier, c'est des demandes que j'ai assez régulièrement, donc on fera un coaching pour 2 personnes, ou alors tout seul. Donc ça, c'est les avantages quand même. Et forcément, donc je disais, les inconvénients, c'est le coût, mais c'est aussi, ça me fait rire de dire demande de concentration et côté intensif, parce que par expérience, c'est vrai que quand on a quelqu'un seul, on ne lâche pas, quoi. Donc, Ah oui. Ça demande énormément de concentration. Après, on s'adapte. Hein. Oui, c'est vrai que quand on est en groupe, finalement, quand c'est pas à son tour d'être entre guillemets soit évalué, soit d'apprendre quelque chose en particulier, on peut un peu relâcher son attention quelques minutes. Là, pour le coup, on est constamment avec un coach et on y va, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce que tu penses de l'apprentissage finalement dans un cercle familial, privé? Je pense, voilà, à quelqu'un qui aurait peut-être qui aurait beaucoup navigué avec sa famille, qui aurait du coup acquis une expérience un petit peu différente, peut-être moins formelle, mais j'imagine tout aussi enrichissante? Complètement, il n'y a pas que le fait de prendre un coach ou d'être en école de voile pour apprendre. Ça, c'est le côté rapidité de l'apprentissage, en fait, d'avoir de bonnes bases. Mais il y a énormément de personnes qui ont une famille, petit, ils étaient sur le bateau des parents, ou alors des amis qui ont un bateau, ils les emmènent au début juste pour se faire plaisir, et puis en fait, ils veulent en apprendre plus. Donc l'apprentissage se fait comme ça, c'est faisable. La seule chose, et c'est pour ça que dans les inconvénients, je mettais les connaissances des chefs de bord, c'est-à-dire qu'il y a des gens très compétents, il y a des plaisanciers qui ont leur bateau, qui sont très compétents, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense aussi à de la co-navigation, tout ce qui est course des équipiers, on ne sait pas forcément sur qui on tombe, on ne sait pas si vous voulez apprendre à naviguer, vous voulez. Le skipper, le chef de bord, lui, veut juste avoir quelqu'un pour naviguer sans pour autant partager la navigation, les connaissances. Et ben, du coup, vous serez un peu frustré. Donc, quand on ne connaît pas les gens, c'est un peu difficile. Et la famille, amis,
voilà, pour ça que je mets l'avantage, l'ambiance décontractée, le plaisir. C'est un plaisir d'aller naviguer avec eux. Mais vous êtes sur des objectifs peut-être un peu différents. Donc là, effectivement, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction des disponibilités de chacun. Voilà. Bien sûr. Oui, puisque font peut-être finalement une partie des gens, c'est de mixer un petit peu tout ça. C'est parfois peut-être faire un socle initial peut-être dans une école de voile, puis naviguer avec des amis de la famille, et puis à la fin peut-être si on passe le cap d'acheter ou de louer, etc., de prendre un coach aussi pour se perfectionner, combler certaines lacunes, etc. Enfin, j'imagine que ce mix and match aussi peut exister. Bah, complètement, et c'est très régulier d'ailleurs. Hein. C'est généralement quand on navigue avec des amis ou avec la famille, on se dit ah, la navigation, ça me plaît bien, le bateau, ça me plaît bien. Alors ceux qui s'y intéressent, ils regardent les écoles. Après, en fonction des finances, ils vont peut-être prendre plutôt un coach. Voilà. Mais c'est ce qui, généralement, naviguer avec les autres au début, en famille, c'est ce qui donne envie, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est fort. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que dit Gilles, et dans le chat, c'est très vrai. Moi, je m'en étais rendu compte aussi de pouvoir avoir différentes formes d'apprentissage et d'avoir, par exemple, moi, du coup, j'avais été assez formaté Glénan, en l'occurrence, et du coup, après, d'avoir fait des navigations, ça m'arrivait pour, pour pour un week-end entre amis, à un moment, on avait pris un skipper, une skipper, en l'occurrence, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que pendant le week-end, du coup, elle nous a appris une autre manière. En plus, elle était plus axée régate, donc on était beaucoup plus dans le réglage fin des voiles, etc. Et voilà, et donc on s'enrichit vachement. Et donc c'est très vrai ce que dit Gilles. Je partage son propos. Complètement, et je disais souvent, parce que j'ai encadré aussi dans l'école, mais de dire il faut prendre ce qui pour vous est positif dans chaque moniteur, skipper, et de se dire tiens, ça me plaît bien, cette idée-là, je vais la garder. Voilà. C'est vrai que c'est très sympa de voir aussi plusieurs façons de faire, complètement. Très bien. Bah écoute, super. Parce que alors effectivement, tu l'évoquais tout à l'heure, permis bateau, donc plutôt obligatoire pour effectivement le bateau à moteur. Tout le sujet, effectivement, on n'est pas là pour débattre de l'utilité d'un permis pour la voile, mais du coup, en termes de législation, est-ce que tu peux nous en dire deux mots par rapport à ça, les obligations ou pas de permis, etc., en fonction de voile, moteur? Ah bah, ça va être très rapide, hein, parce que comme tu viens de le dire, en voilier, nous n'avons pas besoin de permis. Donc, à savoir que dans d'autres pays limitrophes européens, il y a nécessité d'avoir un permis voile. En France, il n'y en a pas. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il n'y en a pas. Alors, ça viendra peut-être un jour. Il y a tout un tas de choses autour qui fait que pour l'instant, il n'y en a pas. C'est pas pour autant que, même en voilier, il ne faut pas passer le permis côtier. Hein, il est toujours utile. Je pense au balisage. C'est quand même des choses, des feux de navigation, des entrées de port, les feux d'entrée de port. Voilà, il y a plein de choses quand même qui peuvent être hyper intéressantes. Qui peuvent dire ah tiens, j'ai vu ça dans le permis bateau, dans le permis, ouais. Et puis oui, pour les bateaux moteurs, si vous louez un bateau moteur pour une navigation de moins de 6000 d'un abri. Donc là, j'appuie bien sur le terme d'abri. C'est pas forcément le port de départ, c'est pas forcément la côte. C'est un endroit où on peut embarquer et débarquer les passagers en toute sécurité. Donc ça peut être un mouillage aussi. Donc moins de 6000 d'un abri, c'est le permis côtier. Et lorsque vous louez un bateau, il y a quand même en location des beaux bateaux moteurs. À plus de 6000 nautiques d'un abri, vous êtes dans le permis hauturier. Il n'y a pas plus de législation que ça, quoi. Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise, c'est au-delà de 6000 d'un abri aussi où on a l'obligation de tenir le livre de bord? Tout à fait. Avec le matériel de sécurité supplémentaire qu'il faut avoir sur le bateau. Mais ça, en location, généralement, les bateaux sont équipés et les filles, là, en l'occurrence, Séverine et Lorraine, vous préciseront ce genre de choses, quoi. Très bien. Merci. Et puis j'imagine, effectivement, ce qui est important, tu le mettais en bas, c'est le CV nautique. Finalement, ça va être de pouvoir agréger comme ça son expérience et de pouvoir accumuler une certaine légitimité dans la conduite d'un bateau. Complètement. Parce que ce n'est pas une obligation légale, le CV nautique, mais lorsque vous louez un bateau, on va vous demander forcément votre expérience nautique.
Donc là, typiquement, Crowesty Location a une demande de location, vous envoie ce fichier et vous voyez qu'il vous demande combien d'années pratiquez-vous la navigation, êtes-vous propriétaire d'un bateau, combien de jours par an, les types de bateaux, si vous étiez skipper ou pas. Vous ne pouvez pas mentir en bateau. C'est-à-dire que vous pouvez là remplir ce que vous voulez, mais le premier jour, sur les pontons, les responsables techniques, quand ils vont faire la prise en main, quand vous allez monter sur le bateau, ça va vite se voir. Oui. Pas dans votre intérêt, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à demander conseil, à dire s'il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est pas grave. Et ils sont effectivement là pour ça. Et c'est toujours très bien de ce petit moment à passer avec eux avant de partir. Et ça rassure d'ailleurs. Et c'est plein de bonnes choses, je trouve. Tout à fait, et je trouve que c'est l'avantage d'une entreprise de location de bateau, d'ailleurs, c'est justement le conseil que vous pouvez avoir, et par téléphone, et puis le jour J. Je fais la comparaison avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme plateforme pour la location d'un bateau et plateforme de web, là, où là, vous n'avez pas de conseil. Hein. Par contre, si vous voulez savoir, voilà, je suis tant de personnes, qu'est-ce que vous me conseillez comme bateau, voilà, il va y avoir un dialogue qui va se créer. Et c'est plutôt intéressant. Ça fait gagner du temps, en fait, quelque part. Ouais, d'ailleurs, je pense que tu partageras mon propos, mais à la question justement, suis-je prêt à louer un bateau? Je pense que pour éviter de multiplier les risques inutiles, c'est fortement conseillé de passer par un loueur professionnel, j'imagine, dans le cadre de ses premières locations, pour partir avec plus de sécurité, plus de confort que d'aller s'aventurer. C'est souvent, enfin, je veux dire, c'est souvent très bien, hein, il n'y a pas de sujet, mais de peut-être louer à un particulier un bateau qui aura peut-être un historique différent, qui sera entretenu différemment. J'imagine, une bonne chose. C'est surtout ça, en fait. Là, vous avez les entreprises de location de bateaux, comme Crowesty Location, ils sont garants de le bon état du bateau, le matériel de navigation, de sécurité à la norme. Donc, par rapport à ça, vous avez peu d'inquiétude. Alors que si vous louez entre particuliers, si vous ne connaissez pas tout au niveau du matériel de sécurité, vous pouvez avoir des surprises. Il y a des choses très bien, hein, bien sûr. Mais c'est l'avantage d'une entreprise de location. Ouais. Oui, c'est ce que nous dit d'ailleurs Alain, et c'est vrai, il a raison là dans le chat. Il nous parle de ce moment finalement, parce qu'une fois qu'on est en mer avec les voiles, bon, si on est parti dans des conditions météo qui sont correctes, c'est pas forcément là où il peut y avoir le plus de problèmes. Mais comme il le rappelle, lorsqu'on prend le bateau qu'on connaît pas, il y a du vent, il faut sortir de la place de port et sortir du port, c'est là où ça peut être un peu plus problématique. Ah, la manœuvre de port. La manœuvre de port, c'est la manœuvre la plus délicate. Et on peut avoir d'expérience, on peut connaître la navigation. Les manœuvres de port sont toujours délicates de toute façon. Ouais, et ça rassure. Est-ce que justement, au-delà des manœuvres de port, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de partir, Julie? Alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur la responsabilité quand même du chef de bord, pardon, pour pas prendre à la légère. Hein. On est là quand même sérieusement pour louer un bateau, mais il faut bien comprendre que le chef de bord, c'est quand même lui qui est responsable de tout, en gros, hein, de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de sécurité des personnes embarquées. Donc ça, c'est quand même important à s'en rappeler. Et on dit souvent que être un bon skipper, c'est avant tout d'être un bon équipier. Ça permet aussi d'évaluer son niveau et ne pas sous-estimer les risques. Alors bien évidemment, hein, ça paraît normal de dire ça, mais c'est-à-dire que souvent, et beaucoup de professionnels vous le diront, souvent quand on se fait avoir, quand on se fait peur, c'est quand on veut faire plaisir. C'est-à-dire qu'on a de la famille, on veut absolument aller, je parle de la baie de Quiberon, on va absolument aller sur cette île-là parce qu'on a des amis, parce que c'est joli, on a vu ça sur Internet, c'était super beau, et en fonction de la météo, on n'a pas forcément tout regardé, on n'a pas pris la notion du bateau, des capacités du bateau, et du coup, on va se faire peur, on ne va pas apprécier la journée, et puis ça va pas être une super belle journée, quoi. Et deuxième chose aussi, c'est quand on a un timing.
C'est-à-dire que lorsqu'on a un train à prendre ou alors on a un rendez-vous à telle heure, c'est souvent là aussi où on se fait avoir parce que il faut partir. Même si la météo n'est pas bonne, on s'est dit si, on a mon train, il faut absolument que j'y aille. Et ça, il faut faire vraiment très attention à ça. D'accord. Très bien. Ce qui serait sympa pour finir cette première partie, ce serait peut-être que tu puisses nous parler un petit peu de manière assez concrète de comment évaluer son niveau pour savoir si on est capable de, disons, les bonnes cases à cocher pour savoir si on est prêt a priori à louer un bateau ou pas. Et d'ailleurs, à ce propos, parce que je pense que tu vas parler de bateau à voile, bateau à moteur, Oui. puisque c'est pas forcément tout à fait les mêmes questions à se poser. On le verra, il y a des petites différences. J'ai un dernier sondage pour vous, chers participants, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur justement votre appétence par rapport à la voile ou au moteur. Vous avez le droit d'ailleurs d'aimer les deux, c'est pas interdit. Et voilà, donc ça va nous permettre aussi de pouvoir un petit peu mieux vous répondre. Et du coup, Julie, si en même temps tu veux commencer à parler du coup des manières d'évaluer son niveau, c'est avec plaisir. Alors, oui, pas de problème. Alors, si je peux juste faire une petite question à se poser aussi avant de partir, hein, je vais être assez brève, mais ne pas oublier de se poser la question c'est important quand on veut louer un bateau. Est-ce qu'on est prêt ou pas à louer un bateau? Oui. Quel est le niveau de son équipage? C'est-à-dire que est-ce que l'on part avec des gens qui ont déjà pratiqué, qui ont des notions, des gens qui sont complètement débutants? Est-ce qu'on part avec une famille, avec des enfants? Donc voilà, là c'est différent. Donc il faut se poser ce genre de questions. Quel type de bateau choisir en fonction de son équipage, son niveau, son projet de navigation? Donc est-ce qu'on va choisir, si on a l'habitude de naviguer sur un First 211 par exemple de la famille, est-ce qu'on va choisir un 44 pieds parce qu'on veut plus confort, parce qu'on a plus de monde à bord? Ça peut être basique comme question, mais ce sont vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'on a le niveau pour aller sur plus gros? Projet de navigation, est-ce qu'on veut de la navigation sportive, c'est-à-dire avec barre franche par exemple, avec un fort tirando, avec un bateau rapide? Ou est-ce qu'on veut plus profiter, d'avoir du confort, donc peut-être moins tirando, moins rapide, mais on va y trouver, si on a des enfants à bord, peut-être qu'on va prendre une jupe à l'arrière pour pouvoir aller se baigner. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de questions, mais là, les entreprises Croestiloc et location, hein, mais est complètement à même de répondre à ce genre de questions si vous voulez poser. Est-ce que je connais la zone de navigation? Oui. Est-ce que j'ai déjà navigué ici ou pas? C'est important. Déjà loué un bateau de cette taille, donc de puissance. Alors puissance, c'est par rapport au bateau moteur. Et lorsque j'ai passé le permis, c'était un 50 chevaux. Est-ce que là, j'ai des amis, j'ai vu un super bateau avec 150 chevaux ou 250 chevaux? C'est pas la même chose. Donc, c'est des questions aussi pour lesquelles il faut réfléchir. Les limites des bateaux, ça va être ça aussi, surtout pour le bateau moteur. J'ai 10 personnes, je prends un semi-rigide financièrement avec qui accepte 10 personnes maximum. J'ai 20 nœuds de vent. Ça va être différent que je ne connais pas la météo quand je loue. Si je suis 2 et si j'ai du nœud de vent. Donc, c'est ça les limites du bateau, hein, quelque part. Je parle en bateau moteur. Ses limites, connaître ses limites, on parle d'humilité, hein, on a beau être professionnel ou pas, il faut avoir l'humilité sur l'eau parce que ça arrive très vite. D'ailleurs, à ce sujet, ça fait 3 ans que je suis bénévole à la SNSM au port du Croestier, donc niveau sécurité, voilà, je suis très sécurité et aussi pour ça. Et se poser la question, en cas de problème, est-ce que je peux ramener le bateau seul? Alors, je prends un exemple, je suis en famille, j'ai mes enfants qui se sont fait mal. Je parle peut-être, alors, je fais la majorité des cas, hein, où c'est l'homme qui gère le bateau. Est-ce que ma femme s'occupe des enfants? Du coup, je suis tout seul. Je pars en couple, quelqu'un est malade. Est-ce que je peux, moi, ramener le bateau?
Alors effectivement, je pars à 6, j'ai quelqu'un avec moi qui a des notions. Voilà, c'est ce genre de questions-là qu'il faut arriver à se poser, quoi. Bien sûr. Pour choisir. D'accord, très bien. Ouais, hyper intéressant effectivement comme question à bien se poser. Très bien, merci. Est-ce que du coup tu voulais du coup ensuite nous parler de une sorte d'auto-évaluation pour savoir si on est capable ou pas en tout cas de pouvoir louer un bateau? Oui, voilà, bah c'est ça. Un petit mémo en fait qu'on pourrait se faire. Alors ça non plus, hein, ce n'est pas exhaustif, mais ça permet déjà de se dire bon, est-ce que j'ai le niveau pour louer ou pas? Voilà, je connais le niveau de mon équipage, j'en ai parlé. J'ai déjà été chef de bord, donc là ça reprend l'expérience nautique qu'on verra la demande de l'entreprise de location. Je connais le matériel de sécurité. Alors je dirais même, je connais le matériel de sécurité, mais je sais aussi l'expliquer aux autres, parce qu'il ne suffit pas d'être le seul à connaître l'utilisation du matériel de sécurité. Le gilet, comment ça fonctionne, en cas de voie d'eau, en cas d'incendie, les extincteurs, où est-ce qu'ils sont? Alors là, vous aurez ce genre d'informations pendant la prise en main, mais il faut aussi l'expliquer aux autres. J'ai déjà fait les manœuvres de port. Bon, alors, est-ce que j'en ai déjà fait une? Au moins, parce que c'est quand même, comme on dit, hein, c'est les manœuvres les plus difficiles à faire. Faut pas oublier que les entreprises de location sont là, et que je pense que ça, comme le disait Alain, il ne faut pas hésiter à faire des prises en main par rapport à ça. Et quand on revient de location, quand on arrive dans un port, il ne faut pas non plus hésiter à appeler les gars du port et puis de dire, voilà, moi je ne le sens pas, la manœuvre, j'ai besoin d'aide, ou alors de héler quelqu'un sur le ponton et dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Vaut mieux ça, je pense, que d'aller mettre l'ancre dans un bateau ou de prendre tous les balcons des bateaux. C'est de toute façon le plus difficile à faire. Les nœuds marins, alors parfois on ne sait pas faire tous les nœuds marins, mais c'est quand même une base. Après, il y a des choses sur YouTube, sur Internet que l'on peut trouver, on peut s'entraîner avant. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais préparer ma navigation. Alors, là, il y a 2 points pour moi qui sont très importants quand je fais du coaching pour l'autonomie. C'est préparer sa navigation et en voile, réduire les voiles. Savoir réduire les voiles. Préparer la navigation, c'est-à-dire je connais mon bateau, la technique, c'est-à-dire le tirant d'eau par exemple, et je sais que par cette marée, avec cette météo, je ne peux pas aller dans tel port ou tel port. Je me dis pas, je prends le bateau en me disant, bah non, mais je veux aller à Watt par exemple, ou à la Trinité, ou à Belle-Île, et je vais y aller. Mais peu importe, je regarde pas si c'est faisable ou pas. C'est ça, préparer la navigation. Le balisage maritime, ça c'est important, forcément. Prendre la météo sur quel site aller, comment lire la météo et prévoir aussi la météo. Interpréter les marées, bah, c'est complémentaire, hein, savoir le courant, savoir si je suis marée haute, marée basse, si je rentre dans le golfe du Morbihan, je ne vais pas rentrer tout le temps. Les règles pour éviter les abordages, donc on parle de règles de priorité, on parle en fait de règles de privilège. Mais ça c'est important aussi, ça peut éviter des incidents idiots, hein, comme ça. Donc pour le voilier, oui, est-ce que je connais les allures du vent, si je suis au près, au portant, travers au vent. Je connais les manœuvres à la voile, virer de bord, empanner. Je sais réduire mes voiles, donc ça, moi j'insiste, c'est vraiment très très important. Quand on a un grain qui arrive, ça peut causer et du stress et de la panique à bord. Ce sont vraiment des choses qui doivent être connues. Et peut-être même poser la question avant de partir d'ailleurs du port pour avoir vérifié que ces riz étaient bien en place, pour éviter d'avoir, parce qu'en général quand on a à le faire, c'est jamais le meilleur moment, donc vérifier que tout soit bon le moment où il va falloir réduire. Oui, complètement. Ça, c'est des choses à voir dès le départ, ouais. Utiliser le GPS, alors je ne parle pas de carte marine papier parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça dépend de la taille du bateau, mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de GPS traceurs sur les bateaux. Est-ce que je sais les utiliser? Alors je ne vais pas parler de toutes les petites options,
mais repérer mon bateau, faire ce qu'on appelle le lien terre-carte. Je sais me repérer à terre quand je lis ma carte. Je sais lire les profondeurs, là où il y a les rochers, voilà, ce genre de choses. Un mouillage en toute sécurité. Cette année, voilà, je pense que vous en parlerez avec Manu. Le 15 août, ça a été un peu comment dire, sportif. Mais j'ai fait un mouillage en toute sécurité, c'est-à-dire je connais la longueur de chaîne qu'il faut mettre, je fais attention à mon cercle d'évitage, j'ai pris en considération le vent qu'il allait y avoir, la nuit aussi, le lendemain, ce genre de choses. J'ai utilisé la VHF, par exemple, pour appeler un port. Appeler les secours, bah oui, c'est-à-dire qu'à la SNSM, parfois on entend au secours, au secours. Il y a des procédures à faire à la VHF qui peuvent être importantes. Alors d'ailleurs, moi j'avais créé un petit mémo à mettre dans les bateaux comme ça pour s'en rappeler et aussi pour que l'équipage connaisse. Agir en cas d'imprévu, on ne saura pas tout quand on loue. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est à force de naviguer que l'on connaît les choses. Mais réagir en cas d'imprévu, c'est simple. Je prends un exemple à chaque fois que je donne. J'ai une panne moteur, je suis dans le chenal d'entrée du port, du Croestier par exemple, mais j'ai une panne moteur. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser et se dire, est-ce que, voilà, pour se rassurer. Je connais les gestes écologiques. Ben oui, on ne peut pas passer outre. Je n'utilise pas les toilettes au port. Je fais attention aux produits que j'utilise pour la vaisselle, par exemple. Je ne jette pas mes détritus en mer. C'est important aussi de connaître ça. Et je termine par connaître ses limites et être humble, ne pas se dire, allez, c'est bon, je loue. Je sais faire de loue parce que quand vous louez, vous ne savez pas la météo qu'il va y avoir dans la location. Donc, bah, des fois, on se dit, bah non, j'y vais pas, ou là, c'est trop. Donc, il vaut mieux dire ça plutôt que se dire, non, j'ai loué et puis il faut que j'y aille, quoi. Oui, pas hésiter à passer une nuit de plus au port si jamais les conditions ne sont pas bonnes et reporter au lendemain le départ. Complètement. Très bien. Super. Est-ce que je sais que tu as aussi une petite carte hyper intéressante. Tu voulais nous parler des différences entre voilier et bateau moteur. Est-ce que tu souhaites le faire plutôt avant de parler d'évaluer son niveau moteur, ou tu préfères finir là et revenir après sur ta carte qui est aussi très intéressante? Non, je vais finir sur le moteur parce qu'en fait, ça reprend essentiellement les points qu'on a vus juste avant. Ouais. Forcément, j'ai enlevé les points sur la voile. Voilà, juste, j'ai déjà piloté un bateau. Bah, est-ce que après mon permis, est-ce que j'ai déjà repris un bateau? Est-ce que j'ai pris le bateau, j'ai piloté le bateau d'un ami, par exemple? Alors, une fois sorti du port, généralement, ça va. Hein. Quoi qu'on rappelle qu'on a quand même une limitation de vitesse dans les ports et des fois, l'été, on voit des choses qui remuent tous les bateaux. Mais encore une fois, la manœuvre de port, et même en bateau moteur, même en signal est délicate. Il ne faut pas hésiter à se faire aider ou à prendre un peu de temps pour se remettre à niveau par rapport à ça. Et le deuxième point que j'ai mis aussi, c'est... je connais les limites du bateau, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis en semi-rigide, j'ai 20 nœuds de vent. Ok, j'ai loué aujourd'hui, j'ai toute ma famille qui est là, mais je ne vais peut-être pas aller là où je voulais aller, ou je ne vais peut-être pas y aller du tout. C'est important par rapport à ça, entre un semi-rigide, entre un coque dur avec cabine. Voilà, il y a des choses différentes. Très bien. Merci pour ces différents détails entre la partie voilier et la partie moteur. Effectivement, on voulait revenir et ce sera le dernier point pour finir cette première partie. N'hésitez pas, d'ailleurs, je le rappelle, hein, si vous avez des questions à poser à Julie, ou éventuellement d'ailleurs aussi à Séverine et Lorraine, de poser vos questions dans le deuxième onglet. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posé des questions dans le chat, c'est pas grave, hein, je les reprendrai, il n'y a pas de souci. Mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions et comme ça, on pourra y répondre juste après. Julie, tu voulais terminer sur une petite carto que tu avais préparée pour parler de voilier de bateau moteur, je crois. Ah ouais, bah c'est mon côté coach.
aime bien les supports pédagogiques et comme je le disais, en voilier, j'appuie sur, j'insiste sur le fait de savoir réduire sa voile, mais aussi préparer sa navigation. Alors, j'ai préparé un petit truc, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran avec la carte que j'ai mise. C'est une simulation, en fait. C'est faire poser les bonnes questions, en estimant que je pars du port du Croesti. J'ai ma zone de navigation, c'est la baie de Quiberon. Alors, d'une part, vous voulez louer un bateau, vous louez un 31-7. Et en gros, vous avez cette météo-là, alors c'est vendredi et samedi prochain, les estimations de vendredi et samedi prochain. Vous avez cette météo-ci, vous avez cette marée-là. Ben, en gros, sur 2 jours, où est-ce que je vais préférer aller? Donc, ça prend en considération les spécificités du bateau. Donc là, on a un tirant d'eau qui est assez fort, hein, 1,90 m. On va prendre aussi le courant avec la marée. Est-ce que je peux aussi aller dans chaque port? Est-ce que, voilà, en fonction de le port du Croesti, est-ce que je peux sortir tout le temps? Si je veux aller à un mouillage par rapport à la météo, là, on voit bien, hein, par exemple, ça tourne dans la nuit de samedi. Est-ce que je me mets à l'abri au mouillage à Watt, à l'est de Watt, mais dans la nuit, ça tourne est. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, ce genre de choses pour essayer de se poser les bonnes questions en disant qu'est-ce que je ferais? Si j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et pas de dire allez, j'ai prévu d'aller là, donc je vais là. Et l'autre simulation, c'est de là, vous louez un bateau moteur, un Valiant 630 hein, de Croesti Location, à la journée, hein, on est d'accord que c'est une sortie à la journée, et ben avec un vent d'ouest, par exemple, vendredi, avec ce vent qui forcit en milieu de journée, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais à Belle-Île? Et là, je me retrouve entre la pointe Quiberon et Belle-Île avec complètement ouvert au vent et du coup à la houle. Voilà, ce genre de questions qu'il faut se poser avant d'aller quelque part en location. D'accord. Anticiper, analyser et essayer de maximiser la sécurité pour profiter de sa navigation. Complètement. Ça reste un plaisir. Enfin. Ouais. Oui, donc c'est d'évacuer finalement tous les sujets qui peuvent être du stress, de l'accident, voire du suraccident, et essayer de maximiser son plaisir et passer un bon moment. Tout à fait. Super, merci beaucoup. On a un peu dépassé, Julie, cette première partie, mais c'était quand même hyper intéressant, donc c'était important qu'on s'y attarde et qu'on puisse balayer tous les sujets qu'on avait prévus. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. On va se donner un gros quart d'heure pour y répondre, pour essayer de voir les différentes questions que vous pourriez avoir. Il y avait, Julie, une première question de Nicolas qui demandait un petit peu les bases. Est-ce que la voile légère pour ce dériveur au kata permettait d'avoir de bonnes bases pour pouvoir naviguer? Alors, complètement, c'est vrai que j'en parle pas parce que moi, je n'ai pas commencé par de la voile légère, alors j'oublie un petit peu ce côté-là. Mais tout à fait, et d'ailleurs, on voit hein, la différence entre ceux qui ont commencé par la voile légère et donc qui vont être plus au niveau technique du bateau, plus performance. Mais déjà, au niveau de la voile, des manœuvres de voile, vont plutôt avoir cette expérience-là. Et après, ce qui change sur un bateau de croisière, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est plus la voile pure, mais c'est les manœuvres de port, justement, c'est le mouillage, c'est la vie à bord, c'est la préparation de navigation sur plusieurs jours, c'est ça. C'est surtout ça. D'accord. Donc, c'est une bonne base, mais il y a des compléments à prendre en plus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut apprendre tout seul à naviguer? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup. C'est un rêve, hein, la navigation aussi. C'est faisable, mais attention. Alors, en fait, tout dépend du tempérament de chacun. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont capables de réagir assez vite quand il y a une difficulté, qui sont dans la réflexion et du coup qui réagissent bien. Je dirais peut-être le stress positif, quoi, par exemple. Et puis, il y a certaines personnes qui vont se mettre plus dans des ennuis. Le stress va plus les bloquer. Ou alors un manque de connaissances, hein, ce qui est possible. Alors, on apprend par Internet, sur les livres. Chacun aussi, là, a sa façon de faire au niveau pédagogique. Mais ça prendra plus de temps. Et ce qu'il faut surtout, c'est
pas se faire avoir. Il y a aussi pas mal d'histoires sur des gens qui partent sans connaissance et ça peut arriver à des choses assez graves derrière. On en voit, enfin, oui, on en voit encore des gens qui prennent, enfin, qui achètent un bateau sans expérience et qui partent naviguer comme ça. Enfin, je veux dire, ça existe. Je te dirais même de plus en plus. D'accord. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu cette histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un voilier qui a été récupéré à Brest. Sur le bord, il avait une carte routière, par exemple. Il a appelé de l'aide, il était mouillé, il n'avait pas les voiles, et il y avait mauvais temps. Et voilà, c'est une carte routière. Donc, voilà. Ah oui, ok. Attention. Oui, attention. Et la carte routière, c'est pas forcément la meilleure idée. Même pas du tout. Non, pas du tout même. Une nouvelle question. Qu'est-ce que tu conseillerais dans le cas d'une première location comme zone de navigation à privilégier? Le bassin ici, là, c'est quand même la baie de Quiberon, c'est quand même c'est top. Et c'est pas parce que je suis d'ici et que j'adore ce coin, mais l'avantage, c'est que la baie de Quiberon, c'est une baie, donc c'est fermé. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il y a une baie comme ça. Et donc, s'il y a mauvais temps, généralement c'est de l'ouest quand même qui est ici, on est quand même abrité par rapport à la baie de Quiberon. On a quand même le golfe du Morbihan qui est à côté, alors attention aux marées. Et après, si on va plus loin, on va en Méditerranée. La Méditerranée, ça peut être, généralement on dit que c'est tout ou rien. Soit il n'y a pas de vent, soit il y a vraiment des gros coups de vent, quoi. Il y a beaucoup de vent. Donc finalement, cette baie de Quiberon, bien abritée, où on peut rester finalement dans cette baie, rester à l'abri de Watt, des Diques, et de tourner le Croesti, la Trinité, Port Aliguin, voire rentrer dans le Golfe. Ça offre déjà un beau terrain de jeu, naviguer plus en sécurité, éviter d'avoir peut-être trop de houle pour pas trop se faire peur au départ éventuellement. Et donc tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, c'est vraiment bien. Et en plus, les ports sont en eau, en tout cas, je parle en voilier. Du coup, c'est quand même rassurant, quoi, hein. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le plus grand nombre de plaisanciers qui sont aussi dans le coin. D'accord. Super. On a une question sur la réglementation pour louer, si on veut louer en Grèce, en Croatie, aux Antilles. Est-ce que du coup, parce que tu fais référence au fait qu'en France, il n'y a pas besoin de permis, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous être demandées du coup si on loue à l'étranger? Alors, je ne connais pas toute la réglementation partout. Ouais, non, mais peut-être prenons peut-être la Grèce et la Croatie, enfin éventuellement la Grèce et la Croatie, peut-être pour des destinations assez connues. Alors, les Antilles, non, il n'y a pas besoin de permis. La Croatie, la Grèce, je pense qu'il y a besoin, mais ça, il faut se renseigner. Besoin de permis côtier peut-être, et chose que je n'ai pas parlé aussi, hein, du CRR, certificat de radiotéléphonique restreint. Vous pouvez demander, mais peut-être que Séverine et Lorraine connaissent. Oui, du coup, oui, je me permets d'intervenir. Effectivement, je vous confirme que pour louer en Grèce, Turquie, Croatie, toute la zone méditerranéenne, le CRR est nécessaire et obligatoire, et le permis côtier est obligatoire pour louer un voilier. C'est vraiment les deux documents importants. Et d'ailleurs, pour l'avoir passé il y a quelques semaines, le CRR, c'est pas très compliqué, c'est un peu de bachotage, mais ça se fait assez vite. On passe après un peu comme au code voiture et c'est intéressant. En plus. C'est intéressant, tout à fait. On apprend des choses et notamment aussi sur la bonne manière de parler la VHF et autres, mais très intéressant, ouais. Tout à fait. Gilles nous demande si lorsqu'on talonne ou qu'on se pose sur le sable, si effectivement il mentionne que ça peut faire un peu peur effectivement. Est-ce que ça se ressent à la barre à chaque fois? Quelles sont les sensations qu'on peut avoir pour se rendre compte de si on a talonné ou pas en bateau? Est-ce que tu peux apporter des éléments de réponse par rapport à ça? C'est pas forcément évident, mais. Ouais, alors on n'espère pas talonner comme ça. On évite, dans l'idéal. Ça se ressent, ça se ressent. Alors, ça dépend sur quoi vous talonnez. Sur du sable, effectivement, si c'est, par exemple, vous êtes au mouillage, vous le sentez, hein, ça se sent sur la quille. On n'a pas un rebond, mais enfin, même au bruit, on l'entend aussi.
Alors, même si c'est un tout petit peu, hein, en même temps. Ça dépend de la nature du fond. Si vous êtes sur de la vase, je pense au golf, des fois à certains endroits, on peut talonner sur de la vase. Ça, on ne ressent pas forcément. Après, en navigation, là, en fonction de notre vitesse, ça se voit quand même assez vite. Donc là, c'est quand même très important d'aller voir à l'intérieur du bateau s'il n'y a pas de problème, et puis surtout de le transmettre à la boîte de location, parce que ça peut impliquer certaines choses, dont l'intégrité du bateau, et ça faut faire vraiment très attention, quoi. Bien sûr, bien sûr. On a parlé de la zone de navigation, effectivement, donc finalement cette baie de Quiberon très accueillante pour faire ses armes un petit peu en tant que skipper d'un bateau, une fois qu'on se sent prêt et qu'on a coché toutes les cases que tu nous as montré tout à l'heure. Est-ce que en complément de cette zone, est-ce que tu aurais des conseils sur la période de l'année peut-être à privilégier pour louer un bateau? Alors, je pense que Séverine et Lorraine pourront mieux répondre que moi par rapport à ça, même si j'ai ta petite idée. Oui, bien sûr. Bon, du coup, on revient. Alors, en fait, on pense que pour louer un bateau la première fois, il est déjà préférable de ne pas louer pendant les périodes d'été et les périodes, notamment les ponts du mois de mai, parce que les ports sont vraiment beaucoup fréquentés. Et comme tout à l'heure, Julie l'a abordé, les manœuvres de port qui donnent du stress déjà pour tout ce qui... Enfin, du stress, en tout cas, c'est compliqué pour tout skipper, et notamment pour un skipper qui débute. Donc, plus il y a de monde dans un port, plus le stress est accentué. Donc, idéalement, ne pas louer pendant ces périodes-là. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, peut-être commencer juste par un week-end et non pas par une semaine, de manière à prendre possession du bateau pendant ces 2 premiers jours, mais que ça dure pas trop longtemps au départ, en fait. Voilà, juste la première fois, un test, et après continuer à louer un peu plus longtemps, parce que on a acquis les principaux les bases, voilà, les bases. Et aussi, et là Lorraine pourra l'aborder, quand on a moins de monde dans les départs, comme nous on a un rôle à jouer notamment au niveau de la prise en main du bateau, on a plus de temps à accorder quand c'est des week-ends qui sont moins importants, donc le départ du samedi matin. Donc, mais là, je vais laisser Lorraine vous parler un petit peu de tout ça. Pour faire des prises en main, effectivement, on aura plus de temps, si c'est une période où il y a moins de monde, à accorder à la personne, au skipper, pour répondre à toutes les questions qu'il souhaite, et éventuellement faire une manœuvre de port s'il faut avec lui. Ouais. Et le mieux aussi peut-être, c'est de réserver en last minute, en fonction de la météo. Et oui, aussi, du coup, ça peut être pas mal pour privilégier une météo clémente. Oui. Plutôt de beau temps belle-mer, baie de Quiberon, sur un week-end pas trop fréquenté, prendre le temps de faire quelques manœuvres de port avec l'équipe technique, et week-end en sérénité. Ouais, ça c'est le mieux, je pense. Est-ce que vous avez du coup des conseils, Séverine et Lorraine, peut-être sur les typologies de bateaux par rapport à votre flotte, les typologies de bateaux à privilégier lorsque c'est la première fois qu'on souhaite louer un voilier? À part pas voir trop grand, peut-être en fonction de son niveau. Il n'y a pas vraiment, ça peut être un quillard, ça peut être un dériveur, peu importe. Je pense qu'il ne faut pas commencer par une grande taille. D'accord. Ok. Notamment, j'imagine, pour les manœuvres de port, et puis après, parce que qui dit grand bateau, dit grande voile, dit plus compliqué, dit etc. Oui, c'est ça. Il faut être, dans ces cas-là, plusieurs à bord. Si on loue un 40 ou un 46 pieds, on n'aura pas la même facilité à envoyer une grande voile que sur un 25 pieds au départ, quoi. Et la raison principale est peut-être effectivement la manœuvre de port plus compliquée avec une grande taille qu'avec un petit 25 pieds comme un First 25-7 ou un First 31-7 qui reste très adapté pour des débuts de navigation. Très bien. Donc durée, ok, parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces points. Écoutez, on est pile poil à 1 heure. Si vous voulez on va pouvoir clôturer du coup ce webinaire. Est-ce que Julie, tu aurais peut-être un dernier point à ajouter avant que je rende la main à Séverine et Lorraine pour conclure?
Oui, je peux. Alors, j'espère ne pas avoir fait trop peur quand même avec mes critères. Donc, c'est mon côté très sécurité. C'est pour aussi mettre en confiance certains qui n'osent pas. C'est faisable. Je pense que la première fois aussi, partir avec quelqu'un qui a aussi des connaissances, ça soulage et au moins ça évite d'avoir trop de stress et de prendre plaisir aussi à cette location. Et enfin, faut pas hésiter à demander, parfois d'intervenir, demander un coach pour une journée, une demi-journée, pour voir, prendre un riz, faire un mouillage, utiliser le GPS. Voilà, j'interviens. Parfois, j'interviens et comme ça rassure les gens. Oui, effectivement, ouais, comme tu le dis, en complément lors de sa première location ou lors des premières locations, une demi-journée, une journée au départ, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour compléter, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Séverine et Lorraine, en fonction des périodes, l'équipe est là évidemment pour nous aider à prendre en main le bateau, mais on peut pas forcer, vous pouvez pas, et c'est normal, y passer une journée. Donc se faire aider peut-être pour vraiment se mettre en confiance et éviter du stress inutile, de se faire aider par un coach professionnel, ça peut être effectivement une très bonne idée. Là, en fait, à ce niveau-là, souvent, je le propose aux clients quand ils posent des questions. Justement, on revient à la première question de l'intervention. Suis-je prêt à louer un bateau? Quel type d'expérience? Quand ils me décrivent au téléphone, bien souvent, je leur propose, et tous les clients qui l'ont fait sont très contents, en fait, parce qu'ils sont rentrés dans leur navigation rassurée. C'est-à-dire qu'ils ont pris un skipper, par exemple, juste une journée ou une demi-journée, ça peut paraître un peu juste, ça dépend quel type de... Mais la première journée, en fait, ils prennent le bateau en main beaucoup plus rapidement. Donc, si c'est une semaine de navigation, par exemple, les 6 derniers jours vont être beaucoup plus qualitatifs pour lui parce qu'il sera rentré plus vite, il aura le bateau en main et il aura acquis aussi une certaine confiance et il aura donné confiance à son équipage. Donc, il y a aussi cette notion abordée qui est importante, c'est donner confiance à son équipage. Donc, partir rassuré et peut-être avec un skipper si c'est nécessaire ou un coach la première journée, pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que au-delà de l'aspect financier, de casse du bateau, qui est aussi un élément qui peut stresser les clients, et c'est normal, il y a l'aspect confiance de tout l'équipage et du coup de passer des bonnes vacances ou un bon week-end. Donc c'est vraiment important. Et surtout, un autre fait, ne pas se dégoûter de la voile parce que ça reste un loisir, ça reste un plaisir et on a beaucoup de clients passionnés. Avant d'être consommateur, c'est des clients passionnés. Et un petit bug au départ, ça peut permettre... Ça peut... ils perdent confiance. Voilà, ils perdent confiance. Et, voilà. Donc ça, c'est important. Que ça reste un plaisir avant tout. C'est vrai, c'est bien de le rappeler une fois qu'on se dit tout ça. Et tout ça d'ailleurs, tout ce qu'on se dit, c'est pour essayer de maximiser justement ce plaisir pendant la navigation et que tout le monde passe un bon moment. Oui, complètement, que ça reste un loisir et pas un cauchemar. Alors c'est rarement un cauchemar, on ne va pas tomber dans les extrêmes, mais on peut avoir des peurs et des fois on n'arrive pas à se dégager de ces peurs-là. Donc autant essayer d'en avoir le moins possible au départ. Tout à fait. Et on a vite fait aussi de dégoûter l'équipage si on si on fait les mauvais choix. Le fait de partir pour la première fois avec sa famille ou des amis qui n'ont jamais navigué, il faut savoir ne pas forcer la main en disant bon là il fait pas très beau, on va peut-être rester au port parce que ça sert à rien de partir dans des conditions extrêmes et que les premières fois se transforment tout de suite en peur, quoi. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup aussi pour ce. Ouais, c'est très important, c'est vrai. C'est important de le rappeler. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Julie, pour cet échange. Moi, j'ai été ravi de prendre cette heure avec toi et avec vous, Séverine et Lorraine. Je vais vous laisser conclure. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine encore pour les 2 prochains webinaires du coup de Cruesti Location. Et du coup, je rends la parole à Séverine et Lorraine. Merci beaucoup. Ah, pardon. Et voilà, j'ajoute un dernier mot, pardon, excuse-moi Séverine, avant que j'oublie. Je vais vous mettre, pour ceux qui sont encore connectés, ne partez pas tout de suite. Je vous mets le lien sur le site de Cruesti Location dans le chat. Je vais vous mettre le lien, vous pouvez retrouver du coup, mais j'imagine que vous y êtes déjà allé. Je vous mets simplement le lien pour pouvoir vous connecter si besoin et vous inscrire au prochain webinaire. Voilà, comme ça je vous le mets en raccourci, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous laisse la parole, merci.
Ok, bah écoutez. Excuse-moi, je voulais remercier Séverine et Lorraine d'avoir fait appel à moi pour ce genre de webinaire qui me plaît énormément. Et voilà, si ça peut faire avancer les choses, que les gens se sentent plus à l'aise pour louer un bateau ou arriver à se situer par rapport à ces performances, c'est top. Merci beaucoup à elle pour ça. Écoute, merci Julie à toi aussi parce que voilà, on souhaitait vraiment faire un webinaire sur le côté conseil des clients. Le but n'était pas de les dégoûter, n'était pas de dire un loueur de bateau loue à n'importe qui sans regarder. On trouve que cet aspect conseil, il fait partie de notre métier autant que l'aspect commercial et négociation du bateau. Donc voilà, c'était un point important. Donc merci à toi pour ces explications. Je pense qu'elles sont intéressantes et que les personnes ont su prendre et adapter à leur situation personnelle les questions ou les réponses, enfin trouver les réponses à leurs questions face à leur situation personnelle de navigation. Donc ça c'est très bien. Voilà, donc écoutez, on va vous souhaiter à tous un bon week-end. Merci à Yann pour cet entretien dynamique de ce webinaire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour nos 2 prochains qui sont jeudi et samedi. Voilà. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.